Bonjour mes petites fripouilles et bienvenue à la saison 4 de Petites Obsessions. Mon nom est William et je suis accompagné d'Hélène, ma co-animatrice. Allô, petite fripouille? Ben pourquoi pas, hein? C'est des petits coquins qui... C'est des tannants qui écoutent des tannants, dans le fond. Des tannants qui aiment ça apprendre, disons ça ainsi. Peux-tu croire qu'on est rendu à la saison 4? J'en reviens pas, pour vrai. Je trouve ça vraiment cool qu'on n'ait pas lâché... Les vrais puis guerriers. qu'on continue. C'est sûr qu'on a eu des périodes un petit peu plus creuses, mais on est toujours là. Yes. On revient pour une 4e saison, puis on a bien hâte de vous présenter ces sujets-là qu'on va explorer cette année. Oui, puis on vous promet que la saison 4, ça va être notre meilleure, tu sais, un peu comme la saison 4 de Dexter, mettons. OK. C'est une excellente saison dans une série. Après ça, ça redescend, mais l'important, c'est la saison 4. Tu sais, il faut... Ouais, mais la saison 5 aussi, elle va être bonne. L'objectif, là, c'est que chaque Oui, non, mais saison après soit ça, meilleure que la précédente. La saison 5, ça sera peut-être pas la saison 5 de Dexter, ça va peut-être la saison 5 de, je sais pas, genre Game of Thrones. Tu sais, faut qu'on change selon... non, saison 5, ça va être comme Breaking Bad. Fait que restez avec nous. En tout cas, sur cette parenthèse qui a absolument aucun rapport, si c'est votre premier épisode de Petites Obsessions, parce que nouvelle saison, on dit peut-être nouveaux auditeurs, ben bienvenue. Hein, premièrement, bonjour à vous. Vous êtes des fripouilles aussi en devenir. Petites Obsessions, c'est quoi? Ben, c'est un podcast où Hélène et moi, ben, on arrive avec un sujet qui se ressemble l'un et l'autre. On s'est dit, mettons, ben, on va parler de X, moi, je vais parler de Y, puis les deux se relient un peu, mais on sait pas précisément les explications que l'autre va nous donner. C'est ça, on a une thématique globale, puis chacun, on décide de prendre un angle en lien avec cette thématique-là, puis on arrive, on s'explique ça, puis l'autre réagit genre, je savais pas, parce que on savait pas pour vrai, tu sais, on s'est vraiment pas consulté. Puis ben, on enregistre tout ça pour vous faire profiter de nos discussions parfois loufoques, parfois pertinentes. Oui, ben on apprend toujours. À chacun des épisodes, on apprend. Puis aujourd'hui, ben justement, on apprend sur des sujets sérieux sur le corps et sur la vie, mais encore une fois, de façon ludique, on l'espère. Complètement. Toi, de ton côté, de quoi tu vas nous parler, Hélène? Je vais vous parler des cycles hormonaux. On connaît beaucoup celui des femmes. Effectivement. Mais pas tant celui des hommes. J'imagine effectivement qu'on a un cycle et il y a des fortes... C'est ce qu'on va voir. Force est d'admettre, ça doit être différent. Hein? Mais en tout cas... Probablement. Faut écouter l'épisode pour le savoir. Et moi, je vais vous parler de contraception à travers l'histoire. Comment que ça a évolué, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. J'aurais pu en parler pendant des heures et des heures, mais je vais vous en parler pendant quand même un bon moment. Ouais, fait qu'on lance ça? Oui, avant toute chose, pour les gens qui ne le savent pas, on a aussi un délicieux générique. Will, l'idée de cet épisode-là m'est venue lors d'un souper avec mes chums de filles. Salut les chums de filles. Salut à vous. On parlait de tout et de rien, puis le sujet de la contraception puis des hormones est venu sur la table parce que, ben, entre autres, j'ai une de mes amies en ce moment qui est enceinte. J'en ai d'autres qui veulent pas nécessairement d'enfants ou qui en veulent pas tout de suite. Donc, on parlait de ça, puis des cycles hormonaux aussi. Puis on s'entend pas mal, tout le monde sait que les femmes ont un cycle hormonal moyen de 28 jours. Oui, parce que ben on connaît ça par les menstruations indirectement. Là. Mais à ce fameux souper, justement, les filles ont commencé à parler du cycle hormonal masculin. Puis on dirait que jusqu'ici, j'avais jamais pensé que vous aussi, vous aviez un cycle hormonal. Moi non plus, j'avais jamais vraiment réfléchi. Tu sais, on a parlé avant, j'étais comme, oh mon Dieu, ça doit être super intéressant. Ben c'est ça, on n'en entend pas parler. Je veux dire, je sais que vous avez des hormones, la testostérone, etc. Mais je m'étais jamais fait la réflexion que vous aviez aussi un cycle. En lien avec ces hormones-là. Là, pour une question de fluidité de l'écoute, je vais parler des femmes pour désigner les personnes biologiquement nées femmes qui ont donc un cycle hormonal féminin et des hommes pour les personnes biologiquement nées hommes qui ont donc un cycle hormonal masculin. Ce qui est correct aussi, justement, pour faciliter, mais on est conscient. C'est juste que de dire tout le temps personne née femme et personne née homme, vous allez maillir à la fin de l'épisode. Là. Et je veux que vous continuiez à nous écouter. Fait que je me suis intéressée à ce sujet en me disant que ben je dois pas être la seule qui a skippé cette information-là dans ses cours de biologie et ou d'éducation sexuelle, comme quoi que les hommes auraient aussi un cycle hormonal. En tout cas, moi, j'ai skippé ce cours-là aussi, si c'est le cas. Là. Ben, c'est ça que je me dis. Fait que d'abord, je vais commencer par un petit cours 101 du cycle hormonal féminin pour se rafraîchir la mémoire. Oui. Parce que, ben, oui, il y a des choses qui sont différentes, mais il y a des choses aussi qui sont quand même assez similaires.
Fait que comme je disais en prémisse, le cycle hormonal féminin dure en moyenne 28 jours, mais chaque personne est évidemment différente. Il y en a pour qui ça peut être 35 jours, il y en a pour qui ça peut être 21 jours. Bref, pour certaines, ça peut être plus ou moins long. Même la durée aussi peut varier d'un cycle à l'autre. Donc, tu peux avoir tes règles pendant 4 jours pendant un cycle, puis pendant 6 jours pendant un autre cycle. Oui, il y a sûrement plusieurs facteurs qui influencent C'est ça, entre autres, si par exemple, tu as déjà eu des grossesses, des choses comme ça. Donc, il y a 4 phases au cycle hormonal féminin. La première, on la connaît tous, c'est celle des menstruations. Ouais. Donc, à ce moment-là, l'utérus, il double de volume. Le taux d'estrogène et de progestérone, donc les hormones féminines par excellence, vont chuter, ce qui permet à l'endomètre, donc la paroi interne de l'utérus, qui avait épaissi en vue d'accueillir un embryon, de se défaire. Okay. Et c'est ça qu'on appelle les règles, en fait. Parce que dans la deuxième phase, donc la période préovulatoire, l'hypophyse, qui est une glande qui est située à la base du cerveau, va libérer l'hormone folliculostimulante, donc aussi appelée l'hormone FSH, qui est plus simple à dire. Ben, c'est cette même hormone qui provoque la création de follicules dans les ovaires, chacun contenant un ovule. Fait que si tu veux, là, quand la femme est en période préovulatoire, au niveau de ses ovaires, il y a comme des petits sacs, si tu veux, qui vont s'accrocher aux ovaires, et chacun contient un ovule. OK. Mais il y a juste un ovule qui va venir à maturité, et c'est pour ça qu'en général, il y a juste une grossesse, il y a juste un enfant par grossesse. Et cet ovule-là, ben, quand il vient à maturité, il va produire de l'estrogène. Cette montée d'estrogène-là va faire en sorte que l'endomètre, donc encore une fois la paroi interne de l'utérus, va recommencer sa croissance, devenir plus épais et renfermer du sang et des nutriments. Donc quand il se défait, c'est le sang de l'endomètre qui avait utilisé dans le fond pour s'épaissir, puis les nutriments qui s'échappe, si on veut. Merci pour cette deuxième explication-là, parce qu'au début, je suis juste comme, OK, il y a beaucoup de termes scientifiques, je me sens pas intelligent, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, OK, c'est plus clair. C'est con, là, je suis une femme, ça fait quand même quelques années que je suis menstruée, et j'apprends quand même beaucoup. Mais tu sais, c'est quand même beaucoup de choses comme, oui, c'est vrai, c'est ça, fait que ça vaut la peine de le rappel. Puis la troisième période, ben c'est la période d'ovulation. Durant cette phase-là, il y a un ovule qui est libéré, donc celui qui est arrivé à maturité dans les follicules. Et on sécrète plus de testostérone aussi, les femmes, à cette période-là, ce qui augmente justement notre désir sexuel, soit le moment parfait pour tomber enceinte. Parce que ça, on pense toujours au fait que la testostérone, c'est masculin, mais les femmes en font aussi, puis même chose pour l'estrogène de l'autre côté. On en fait vraiment moins, là, évidemment, mais on a aussi de la testostérone, ce qui explique aussi pourquoi on a des poils sur les jambes, sur les bras et tout ça. Oui, c'est à cause de ça. Les femmes ont des poils? Oui! Ah ben... On se rase ou on s'épile ou on garde ça parce que, ben, 2024, 2025, en fait. Ça. Ouais. Puis enfin, ben, on a la phase prémenstruelle. Donc là, l'estrogène est en baisse, tandis que la progestérone va prendre le relais, ce qui explique aussi notre baisse d'énergie là, quand on arrive à ce moment-là, juste avant nos règles. Les variations hormonales peuvent donc avoir un effet sur l'humeur, la libido, la peau, notamment avec de l'acné, ou même notre perception de soi et des autres. Mais là, qu'on se comprenne bien, moi, j'ai une aversion pour les phrases du style « Ah, elle doit être dans sa semaine, c'est pour ça qu'elle est de même, qu'elle se comporte comme ça, c'est une hystérique, etc. » Là, oui, les hormones peuvent avoir un effet sur notre corps et notre état d'esprit, mais de là à dire qu'elles nous contrôlent totalement ou qu'on est en colère ou émotive seulement parce qu'on a une hémorragie dans nos bobettes, no thank you. Non, effectivement, vous êtes plus que vos menstruations, mesdames. Là. Merci. Sur une autre note, est-ce que tu t'es déjà demandé combien ça coûte un cycle menstruel? Ben, on a déjà eu des discussions à ce sujet-là, donc j'ai déjà eu la réflexion, mais je pourrais pas dire c'est quoi le montant en soi. Là, Je sais que c'est la plupart des femmes qui vont devoir payer à ce sujet-là, là, en grande partie. Qui ont la charge mentale, financière et mentale, oui, exactement. Ben, j'ai fait un petit calcul approximatif, je vais t'expliquer ça, puis j'ai des données aussi probantes là, par rapport à ça. Donc, selon une étude du Conseil du statut de la femme, entre les premières règles à la puberté et le début de la ménopause, il s'écoule environ 40 ans. Okay. Donc, une femme est menstruée en moyenne 40 ans dans sa vie. Quand même, hein? Ouais, quand même. Prenons en considération que chaque cycle dure 28 jours, qu'une période de menstruation dure en moyenne 5 jours. Je te fais pas un gros calcul, un gros dessin, là, mais tu dois changer tes protections hygiéniques plusieurs fois par jour, là, évidemment. Ça, j'avais compris, oui. Donc, ça, c'est tous des chiffres moyens, là, le 28 puis le 5 jours. Selon cette même étude-là, en 2021, les dépenses moyennes annuelles en serviettes sanitaires s'élevaient à 72,22 et celles des tampons à 85 et 76. Okay. Puis ça, c'est en 2021. Mais juste entre juin 2023 et juin 2024, le prix des produits d'hygiène personnelle ont augmenté de 3%, ce qui inclut donc les tampons et les serviettes. Si on retourne à mon calcul, sur 40 ans, on parle d'entre 2 800 et 3 400 $ de dépenses en produits d'hygiène personnelle.
Sauf que ça, c'est en théorie. Parce qu'en 2019, l'Association de la santé publique a estimé que les femmes dépensaient en moyenne 6 000 $ au cours de leur vie en produits menstruels jetables. Quand même. Ça, là, c'est plus que ce que j'avais payé ma Civic en 2018. Malheureusement, les chars coûtent plus cher encore aujourd'hui, comme tout, mais quand même, 6 000, c'est pas rien, là. Il y a toujours évidemment les solutions réutilisables comme les Divacup ou les culottes menstruelles, mais même s'il s'agit d'une économie à long terme, la dépense initiale est plus importante. On s'entend qu'une Divacup, ça coûte plus cher qu'un paquet de tampons. Ouais, clairement. Puis l'usure fait aussi que il faut tout de même en racheter après un certain temps. Donc c'est pas une solution à vie là, les culottes puis les Divacup. Non, définitivement là, comme tout, mais faut prendre en compte. Exact. Tout ça, c'est évidemment sans parler du coût de la contraception qui revient souvent sur les épaules de la femme, le remplacement plus fréquent des sous-vêtements aussi parce qu'on les tâche, ils sont usés, etc. L'achat d'antidouleurs pour atténuer les crampes et autres maux, ou même la perte de revenus dans les cas où une femme doit s'absenter du travail et que son congé n'est pas payé parce que elle souffre de douleurs menstruelles. Tu comprendras donc que ces coûts peuvent être élevés, surtout sachant que les femmes ont tendance encore à ce jour à gagner un salaire moins important que les hommes. Pour te donner une idée, il y a un sondage de Pharmaprix qui a été réalisé en 2020 qui révélait que 12% des Québécoises ont dit avoir déjà eu à choisir entre un produit d'hygiène féminine et un article essentiel à leur liste d'épicerie, et ce, à plusieurs reprises. Ouais. À cause du coût des protections hygiéniques, il y a beaucoup de femmes, beaucoup plus qu'on pense même, qui utilisent simplement du papier de toilette ou des solutions maison quand elles sont dans leur semaine, mais c'est pas vraiment une bonne idée parce qu'elles s'exposent à des infections ou même le syndrome du choc toxique, qui est une maladie infectieuse, dans le fond, Je connaissais pas. avec la présence de bactéries. C'est normal que tu connaisses pas, là, parce qu'ils en parlent juste genre sur les boîtes de tampons, justement. Fait que il y a beaucoup de gens qui refusaient, jeunes, de mettre des tampons parce qu'ils avaient peur d'attraper ce syndrome-là. Puis ce syndrome-là peut conduire à la mort, là, s'il n'est pas traité aussi. T'sais, de nos jours, c'est un petit peu mieux les produits d'hygiène. Il y a moins de risques. C'est sûr que c'est mieux que d'utiliser du papier de toilette puis de faire ça, tout croche. À savoir que cette précarité menstruelle concerne aussi, évidemment, les femmes en situation d'itinérance, les étudiantes, les hommes trans et les personnes non-binaires. Sachez par contre qu'il y a une initiative québécoise qui a vu le jour récemment, le programme de subvention à l'achat de produits d'hygiène personnelle durables. Autrement dit, s'il y a des femmes qui nous écoutent aujourd'hui et qui souhaitent se tourner vers justement la Divacup, les culottes menstruelles, les serviettes lavables ou d'autres produits menstruels durables, sachez qu'il y a certaines municipalités du Québec et plusieurs arrondissements de Montréal qui offrent un remboursement afin de réduire la quantité d'ordures ménagères à la source. Fait que vous pourriez avoir comme un 50% d'économie là, sur vos produits d'hygiène personnelle. Important à savoir. Ouais, ça c'est pour le cycle hormonal féminin. Mais comme je te l'ai mentionné plus tôt, les hommes ont aussi un cycle hormonal. C'est juste qu'il est assez différent puis qu'on n'en parle jamais. C'est bien la seule chose qu'on parle pas de vous. Ouais. C'est une blague. Comme les hormones féminines, la production de testostérone chez les hommes, elle commence à la puberté. Elle va se stabiliser seulement vers la vingtaine. C'est pour ça que vous pouvez avoir une poussée de croissance aussi jusque tard dans votre adolescence. La grosse différence, c'est que le cycle hormonal masculin, il suit un rythme circadien. Autrement dit, il est basé sur l'horloge biologique du corps et donc il a une durée de 24 heures, contrairement au cycle féminin qui, encore une fois, a une durée moyenne de 28 jours. C'est quand même assez drastique comme différence. Ouais, hein? Puis on parle même d'un cycle nictéméral, donc un cycle... Quoi? Nictéméral, un nouveau mot que j'ai appris, ça doit être assez payant au Scrabble. C'est un cycle biologique de 24 heures, mais il y a une alternance jour et nuit. Okay. Fait que tu peux te dire comme c'est un 12-12, mais en fait, c'est que ta production de testostérone, elle se fait surtout durant la nuit. Puis spoiler alert, la testostérone, c'est pas mal la principale cause de toutes les fluctuations de ton cycle. OK. Parce que la testostérone est dans le tapis le matin, c'est pour ça que certains hommes se réveillent avec une érection matinale. OK, c'est vraiment relié à ça. Je pensais que c'est une question de circulation ou quelque chose comme ça. C'est vraiment... circulation de testostérone. Non, du sang. Oui, en fond, le sang, c'est cave. Oui, t'as raison. C'est ça. C'est vraiment parce que c'est son pic, t'atteins son pic à ce moment-là. Donc, aux petites heures du matin, souvent, tu peux te réveiller avec une érection. Ce haut taux de testostérone-là, le matin, il fait aussi en sorte que les hommes ont tendance à avoir un peu plus d'énergie au réveil qu'au coucher. Ils ont aussi tendance à être plus concentrés, sur d'eux, voire impulsifs et parfois même susceptibles. Il y a une théorie selon laquelle ce pic de testostérone au matin nous proviendrait de nos ancêtres puisqu'ils avaient l'habitude de sortir du lit et d'aller chasser le dîner.
Donc, il leur fallait justement beaucoup d'énergie pour entamer la journée du bon parce que pied. tu te réveilles, t'as faim, t'as pas nécessairement des réserves, donc tu dois tout de suite aller à la chasse. Là. Mais la testostérone, elle agit pas seulement sur la libido ou l'énergie, elle sert aussi au maintien de la masse musculaire, à certaines fonctions cognitives comme la mémoire et la concentration. Au fil de la journée, la testostérone fluctue. Donc, en après-midi, alors qu'elle commence à descendre, les hommes ont tendance à être un petit peu plus calmes, doux, posés. Et lorsqu'elle est particulièrement basse, ils peuvent être sujets justement à de la fatigue, de l'irritabilité ou des variations d'humeur, comme les femmes lorsqu'elles sont menstruées. Fait que si, j'ai un meeting à faire, là, puis que je sais que cette personne-là a plus de chances de me taper ses nerfs, je suis mieux de le mettre juste après dîner, dans le fond, parce que je vais être plus doux qu'en début de matinée ou quand je vais être fatigué en fin de journée. Exact, c'est ça. Quoi que le matin, tu peux quand même être plus énergique ou de quoi, mais... On va péter les dents, let's go, venez-vous-en! Mais il y a des études, ou en tout cas des articles qui sont sortis qui disaient que si par exemple t'as un patron masculin puis que tu veux avoir une discussion par rapport à une promotion ou une augmentation, t'es mieux d'aller en après-midi que de lui demander tôt le matin. T'as plus de chances de l'avoir. Je comprends. Oui, effectivement. Mais en tant qu'homme, si tu veux être productif puis faire avancer tes choses, c'est peut-être mieux le matin, en fait. Ouais, exactement. Je te dirais que, tu sais, si tu veux être vraiment focus sur tes affaires, dans ta bulle, pis tout ça, c'est vraiment le matin que ça se passe dans votre cas. OK. Puis oui, comme je le disais, vous pouvez être sujet à de la fatigue, de l'irritabilité, des variations d'humeur comme les femmes lorsqu'elles sont menstruées, parce qu'il y a certains hommes qui peuvent souffrir du syndrome du mâle irritable. Oh wow, j'adore le terme. Un genre d'équivalent là, du syndrome prémenstruel. Donc les hommes qui le vivent sont parfois confrontés à un sentiment d'altération de l'identité masculine, c'est-à-dire qu'ils se sentent un petit peu moins mâle, entre guillemets, j'aime pas cette expression-là, mais bon, ça reste que c'est ça que ça veut dire. Une baisse d'estime, notamment concernant leurs compétences sexuelles, une fatigue, un manque de motivation et même des symptômes dépressifs. Fait que ça arriverait le soir quand la testostérone diminue, genre? Non, c'est plus, il y a certaines femmes qui souffrent du syndrome prémenstruel, même si t'as une phase prémenstruelle, mais tu ne souffres pas nécessairement, t'as pas nécessairement les effets du syndrome prémenstruel, tu sais, t'es pas nécessairement irritable, t'es pas nécessairement ultra fatigué. Non, mais ça, je dis pas que c'est tout le monde qui l'a, mais il y aurait certains hommes, ça serait plus à ces moments-là que ça arriverait. Il y a certains hommes qui sont sujets à ce syndrome-là, mais c'est vraiment pas tous les hommes. Là. Je pense que c'est à peu près 10%, si je me trompe pas. Entre 19h et 21h, la production de testostérone est généralement à son plus bas, raison pour laquelle les hommes peuvent paraître plutôt passifs, s'endormir devant la télé, etc. Bref, peut-être pas le meilleur moment pour des galipettes, si vous voulez mon avis. Évidemment, ça dépend d'un paquet de facteurs, à commencer par s'il y a présence d'alcool dans le sang. Là, on repassera pour le côté passif. Là. Des fois, vous il y a le agressif qui revient avec le passif. Autrement dit, sans faire de généralité, parce que c'est comme les femmes qui vivent tout leur cycle différemment, la testostérone suivrait vraiment un horaire de travail de style 9 à 5. Là. OK. Fait que il y a des théories qui disent que, justement, les horaires de travail dits normaux sont basés sur le cycle hormonal masculin. Ah, ben clairement, ça a été bâti autour de l'homme, là, le milieu du travail, en disant comme, quand est-ce qu'on est efficace? Ben, c'est entre 9 et 5, puis that's it, tu sais. Exactement. Mais là, va pas penser que tu vis 365,25 cycles hormonaux par année, là. Tout comme le cycle hormonal féminin, le cycle hormonal masculin va varier dans la durée, notamment selon la saison. Oh! Est-ce qu'on est au ralenti l'hiver? Écoute, c'est exactement ça. Yeah! Le printemps et l'été, on produit davantage de testostérone à cause de l'exposition au soleil, qui est naturellement plus importante qu'en automne et en hiver quand les journées raccourcissent. C'est que la lumière, elle affecte directement la rétine et par le fait même le système limbique qui joue un rôle dans la régulation des comportements et des émotions, mais aussi sur l'hypothalamus, une partie du cerveau qui est connectée à l'hypophyse et donc qui joue un rôle dans la sécrétion des hormones. À l'inverse, en raison de la faible exposition au soleil, on produit moins de testostérone l'automne et l'hiver, ce qui pourrait d'ailleurs expliquer les déprimes saisonnières. Ouais, ben tu sais, c'est pour ça aussi qu'il y a les lampes de luminothérapie, exact. ou qu'on dit de ne pas regarder notre téléphone le soir parce que notre cerveau il interprète ça comme du soleil, puis ça fuck nos systèmes, donc complètement. C'est pas surprenant que ça affecte nos hormones aussi à ce niveau-là. Là. Complètement. On s'entend par contre, la testostérone, ça veut pas nécessairement dire bonne santé mentale, là. Mais ça pourrait potentiellement expliquer aussi pourquoi les femmes sont aussi plus sujettes à des troubles anxieux ou de l'humeur, étant donné qu'on produit moins de testostérone. On en produit également, mais en quantité vraiment moindre que vous, donc peut-être qu'il y a un lien à faire avec ça. Il y a des études qui sont en cours, mais moi, aujourd'hui, je ne peux pas l'affirmer. Non, puis clairement, il y a d'autres problèmes de santé mentale chez les hommes. Exactement. Vers 35 ans, les hommes vont commencer déjà à produire moins de testostérone, mais il n'en reste pas longtemps, là. Non, c'est ça, il t'en reste pas gros, là.
Mais ce ralentissement-là va s'étirer jusqu'à la cinquantaine. Là où les femmes, la ménopause, ça va arriver vraiment plus vite. Pas du jour au lendemain. Non, mais là, c'est comme un coup que genre, bon, dans le fond, t'arrêtes les menstruations. Ben, je veux dire, un coup, on s'entend, ça prend pas une journée, c'est pas du jour au lendemain, mais tandis que les hommes, c'est sur 15 ans. T'sais. C'est ça, exactement. Puis la cinquantaine, en fait, c'est l'âge moyen où les hommes vont justement atteindre l'andropause, donc l'équivalent masculin de la ménopause. Mm-hmm. Et oui, certaines personnes peuvent ressentir des symptômes semblables à la ménopause, comme une diminution de la libido, de l'ostéoporose, donc la fragilité des os, des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes, des troubles du sommeil, une prise de poids, particulièrement au niveau du ventre, une perte de masse musculaire, sans oublier évidemment les troubles érectiles. À savoir que l'andropause toucherait 10 à 20% des hommes entre 50 et 70 ans et 50% des hommes de plus de 70 ans. Fait que si vous avez 70 ans et plus, ben ça se peut que vous vous retrouviez dans les symptômes que je viens d'énumérer. Un pile ou face, là, dans le fond. Exactement. Outre le moment de la journée, la saison et l'âge, il y a d'autres facteurs qui vont jouer sur la production de testostérone, notamment la santé physique et mentale, l'hygiène de vie, tu sais, particulièrement si tu fumes ou si tu bois beaucoup, par exemple. Si tu fais de l'exercice physique, j'imagine. Exactement. Il y a évidemment pas grand-chose qu'on peut faire contre l'andropause et la baisse de testostérone, mais c'est sûr qu'un bon sommeil, de l'activité physique régulière et une bonne alimentation ne peuvent pas nuire. Bouh, les affaires plates, là. Ben, les affaires de nouvelle année. Ouais, mais là... Et ta mère sera contente de m'entendre dire ça, mais il y a certains suppléments comme des vitamines et minéraux qui peuvent aider à alléger les symptômes d'une baisse de testostérone, comme le magnésium pour tout ce qui est sommeil et énergie. J'en prends déjà. Oui, le zinc pour la fertilité, les oméga-3 pour les fonctions cognitives et la vitamine B6 pour les systèmes immunitaires, l'activité hormonale et la fatigue. OK, ça, il m'en manque un petit peu, mais c'est pas grave. Et voilà pour ma partie. Super intéressant. Pour vrai, mon corps est moins un secret pour moi-même en date d'aujourd'hui, grâce à ça. Non, mais pour vrai, c'est quelque chose qu'on parle pas vraiment, donc c'est super intéressant. Merci. Ben, ça fait plaisir. J'ai hâte de t'entendre, moi, sur les moyens de contraception, justement. Oui, mais justement, j'aimerais commencer avec un petit avertissement avant le début de ma partie, parce que, ben oui, je vais parler de contraception à travers l'histoire ainsi qu'un petit aperçu de son avenir. Mais je vous entends déjà vous questionner à la maison. J'ai-tu vraiment besoin d'un homme qui me mansplaine comment mon corps fonctionne? Puis mon Dieu, vous avez raison de vous poser la question. On s'est même posé la question là, en écrivant cet épisode. J'ai bien conscience de votre inquiétude, puis c'est pas mon intention. L'objectif du jour, c'est surtout de parler de comment la contraception a évolué avec le temps, puis voir tout le chemin qu'on a parcouru, parce que bien qu'on en a encore énormément à parcourir, ça l'a très évolué. Puis bien entendu, ces petites obsessions, fait que ça va être entrecoupé de parenthèses un peu focales, comme si je sais bien le faire, tu sais. Donc, bien entendu, il y a des petits moments où je vais avoir l'air d'un enfant qui arrive à sa mère en disant « Maman, savais-tu que Pluton, ça a déjà été une planète puis ça l'est plus? » Fait que, avec cette voix-là? Oui, je vais parler comme ça. Fait que, soyez indulgents, je suis un homme qui apprend... tu n'es qu'un homme. Je ne suis qu'un homme idiot. Non, mais pour vrai, ça se peut que je me trompe. Donc, si ça arrive, corrigez-nous sur nos réseaux sociaux. Ouais. Ou corrige-moi, Hélène, si c'est le cas. Mais je pense, même moi, je vais apprendre beaucoup. Ben, c'est ça, c'est parce que je veux pas parler juste de les effets de la pilule, quelque chose comme ça. Ben, c'est parce que veux pas, quand on est mettons, quand on a un cours d'éducation sexuelle au secondaire, on va juste nous parler de la pilule puis du condom, là. On va pas nous parler, tu sais, de, je sais pas, le stérilet tant que ça, ou... C'est pas quand même là que je m'en vais, parce que justement, je voulais pas aller trop dans ton sujet aussi, au niveau hormones et tout. Donc, c'est vraiment plus au niveau historique. Puis, ben, qui sait, si ça vous intéresse, on fera un deuxième épisode où on parlera de contraception. Complètement. Mais aujourd'hui, c'est principalement une question d'histoire, comment ça a évolué, parce que la contraception, c'est un peu un sujet qui est très récent et très lointain à la fois. OK. Dans le sens que ça a évolué vraiment beaucoup dans les 100 dernières années. Hein, ben moi, on dirait que ça existe depuis les années 70 puis that's it, là. Oui, ben en fait, c'est qu'il y a cet éternel vilain des bandes dessinées de la vie, la religion catholique, qui a longtemps démonisé l'utilisation de la contraception. Fait qu'on va en revenir plus tard, mais c'est ça qui nous mène à croire un peu que ça n'existait pas avant dans les 100 dernières années.
parce qu'on est dans une société catholique et western countries de façon générale. Puis l'Église slash la religion, ils ont perdu du terrain aussi dans les années 60-70 au Québec, là, je parle. Donc, je vais y arriver à ce niveau-là. De l'autre côté du globe, c'était bien avant ou bien après, dépendamment justement la place de la religion, là, j'imagine. Oui, parce que, bien entendu, j'ai parlé du vilain de l'histoire, mais il y a un héros de l'histoire qui revient sans cesse et sans cesse. À chaque fois que je parle d'histoire puis que je remonte loin dans le temps, quelqu'un qui a commencé à faire des affaires bien avant nous, c'est-à-dire l'Égypte ancienne. Oh! Oui, on a littéralement des papyrus datant de 1850 et 1550 avant Jésus-Christ, détaillant des méthodes de contrôle des naissances et d'avortement. OK. Fait que c'est pas mal plus vieux qu'on pensait, là. C'est plus vieux, mais je sais pas, c'est un peu inquiétant de me dire que ça existait dans l'Égypte antique. Oui, effectivement, on est très loin de la pilule, donc attachez votre sucre avec de la broche. Mais avant toute chose, parenthèse déjà, je commence l'histoire parenthèse. Parce que là, c'est le moment où William apprend sur des choses qui devraient être basiques dans la vie. Si je te parle d'un diaphragme, je parle pas de respiration, mais plutôt de contraception, est-ce que tu sais de quoi je parle? Je l'ai jamais utilisé, j'ai déjà entendu le nom, là. Il me semble que ça ressemble, c'est comme un disque ou un cercle, puis je pense que c'est la femme qui l'insère à l'intérieur de son vagin, si je me trompe pas. Oui, exactement. Je connaissais pas cette méthode de contraception. Ça ressemble-tu à un condom ou... Non, c'est pas un condom féminin. C'est un peu une sorte de coupole en latex avec un anneau en métal. Puis, oui, effectivement, c'est inséré à l'intérieur là, de l'organe reproducteur féminin. Puis, ça sert... Oui, non, mais c'était... Je sais pas, ça me tentait de faire des variations de termes là, pour l'épisode. Je vais le dire vagin plus tard. Là. Ça sert entre autres de barrière entre les spermatozoïdes et le col de l'utérus, un peu comme un mur entre les US et le Mexique, ou les US et le Canada apparemment maintenant. Puis, tel de bons Américains... on devient 51e État. Non, c'est ça. Puis, tel de bons Américains, le mur est aussi rempli de guns, du spermicide, pour tuer tout immigrant illégaux qui tenterait de franchir la barrière. OK, c'est donc, ça. Fait que c'est à la fois, oui, ça bloque physiquement, mais ça tue les spermatozoïdes qui essaieraient de dépasser. Mm-hmm. Tu comprendras donc, par contre, Hélène, que je te parle pas de ceci par hasard. Hein. Des diaphragmes, ça l'existait-ish dans le temps de l'Égypte antique. Okay. C'était pas en silicone et en anneau de métal, là, tu comprendras. Non, le terme utilisé, puis qui devrait être le vrai terme pour les diaphragmes, c'est un pessaire. OK. P-E-S-S-A-I-R-E. Donc, jamais entendu. The more you know. Les pessaires de l'époque étaient faits de divers ingrédients. Il y a plusieurs variations possibles. Je vais t'en parler de quelques-unes. En commençant par la première description qui parlait plutôt d'un mélange de poils fins tissés ensemble avec des feuilles d'acacia habilement collées avec du miel pour éviter qu'il y ait des petits trous, j'imagine. Je suis vraiment pas sûre. Donc, imaginez-vous ça. Je pense pas que je me mettrais ça dans le dedans. De nos jours, non. À l'époque, apparemment... c'était la seule solution. Hein. Puis, pas si fou que ça, hein, les Égyptiens, parce que encore aujourd'hui, en fait, on se rend compte que l'acacia qu'ils mettaient à l'intérieur de ça, c'est considéré comme ayant des facultés spermicides encore de nos jours. Donc, OK. Mais c'est une plante, l'acacia? Oui, c'est une plante, donc une plante qui est utilisée justement pour créer les spermicides, entre autres, de nos jours. Donc, c'était pas juste un mélange de trucs collés puis qui fasse une forme, il y avait vraiment un côté... C'est une plante anti-monsieur. Une plante anti-monsieur, mais quand même, il y a 3000 ans, il était capable de savoir qu'il avait ces capacités-là. C'est quand même fou. C'est assez impressionnant. Si t'étais pas trop à l'aise avec ce mélange, par contre, sache qu'il y a d'autres écrits qui parlent d'un mélange de miel et de carbonate de sodium. Mais moi, tu vois, c'est le miel depuis le début que je suis pas sûre, là. Appliqué autour du col. Ouais. Pour faire un peu comme que ça... I guess que ça colle, là, les spermes, puis ça se rentre pas. Ça colle, mais il n'y a plus rien qui peut rentrer, là. Puis d'un pessaire fabriqué à base de bouse de crocodile. Là, pour les gens à l'écoute, Hélène est juste figée physiquement. Et... m'a retiré ce que j'ai dit. C'est correct, le miel, finalement. Arc, du caca de crocodile? Oui. Écoute, ça sèche, ça fait une forme que tu veux, voilà. Je comprends, ça rend tout le monde abstinent, là. Il y a personne qui veut faire l'amour avec ça, voyons donc. Ça a un double effet, c'est ça. Donc, maintenant que ce choc initial est passé, moi, j'ai vécu un deuxième choc en tant qu'homme, en tant qu'homme un peu perdu, là. Peut-être ça va être beaucoup moins... En fait, ça va être beaucoup moins choquant pour toi que ce que je viens de parler. Il était aussi écrit que les Égyptiens utilisaient une autre méthode de contraception, c'est-à-dire continuer d'allaiter leur enfant jusqu'à temps qu'il ait 3 ans pour éviter de tomber enceinte. Puis là, j'étais comme...
what the fuck is this a thing? Est-ce qu'une femme qui allaite est... J'ai déjà entendu ça, mais je me demande si c'est pas un mythe, tu sais. Je me suis toujours posé la question, j'ai jamais fait la recherche parce que j'ai jamais été dans cette situation-là où j'allaitais un enfant, là. Fait que pour toute personne qui n'ont jamais allaité et qui, comme nous deux, n'étaient pas certains, apparemment que oui, mais pas pendant 3 ans, on appelle cette technique-là la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée, ou MAMA pour les intimes. Aménorrhée, ça veut simplement dire le fait de ne pas avoir l'absence de règles. L'absence de règles. Mais on dirait que dans ma tête, ça sonne comme aussi fiable que la méthode du retrait. Attends, il y a un contexte très, très particulier pour que ça fonctionne. OK. Il faut effectivement que la femme... oui. Non, il faut que la mère allaite son bébé. Avec ça, du miel. Non, laisse-moi tranquille avec ton miel. Il revient pas tout de suite. Donc, mais il revient? Plus tard. Il faut effectivement que la femme allaite son bébé, et ça au moins tous les 4 heures le jour et tous les 6 heures pendant la nuit. Donc, le rythme à laquelle un enfant va boire de façon générale. Je te dirais qu'il y a beaucoup d'enfants qui boivent maximum. Aux 2 heures. Là. Maximum, c'est ça que je te dis. C'est au moins tous les 4 heures, pas juste tous les 4 heures. Et quand je te dis ça, je parle pas juste de tirer son lait et de le faire boire au biberon, mais bien que tout soit fait à la source. Il faut aussi éviter que l'enfant boive ou mange autre chose, ou encore qu'il y ait une suce pour satisfaire son besoin de téter. Il faut vraiment que tout soit fait directement mère et enfant. C'est parce que c'est ça qui libère des hormones là, chez la femme, j'imagine? Exactement, ça libère des hormones, dont l'ocytocine, qui envoie un message au cerveau de ne pas ovuler. Ça fonctionnerait pendant une période de 6 mois. Encore une fois, comme on parle d'hormones, ça varie entre chaque femme. Donc, il faut vraiment que ton enfant soit 100% allaité et rien d'autre. Donc, c'est pour ça qu'on nous dit, tu dépasses pas 6 mois parce qu'un moment donné, il finit par manger, cet enfant-là. Là. Ouais. Mais ça ferait qu'une femme peut rester infertile pendant cette période-là et ne pas avoir de menstruation. Donc, voilà. C'est quand même bien fait, le corps des femmes, pareil. Ouais. Le corps des hommes aussi, là, mais on s'entend, nous, on porte la vie, là, quand même. Ouais, vous êtes quand même une petite coche au-dessus. Redonnons à César ce qui revient à César. Tu veux dire à Cléopâtre. À Cléopâtre, c'est ça. Donc, pas sûr comment les femmes en Égypte faisaient ça pendant 3 ans, mais en tout cas, intéressant à savoir. Mais assez parler des Égyptiens parce que, c'est pas les seuls à avoir utilisé des moyens de contraception pendant l'Antiquité. Notons aussi l'utilisation des différentes plantes en Grèce antique ou encore chez certains peuples autochtones d'Amérique. Je n'ai pas trouvé spécifiquement, mais genre les Incas, etc., on a retrouvé que ça aurait été utilisé. Si on parle toujours d'épaisseur, donc on revient avec la question de miel. Non, finalement, c'est pas du miel, c'est pire. OK. Cool, rassurant. Les épaisseurs ne sont pas restés juste en 1500. Leur utilisation a aussi été notée en Perse au 10e siècle. Et ce, toujours avec des bouses, mais là, d'éléphants. En Perse, c'était plus des éléphants que les crocodiles qui préféraient. Ils disaient que c'était plus efficace, mélangé avec du chou. Ça prend plus de place. C'est plus consistant. Fait que bouses d'éléphant mélangées avec du chou et de la résine de pin parmi les options potentielles. Donc, je sais pas. Ça colle comme du miel. Ouais, mais on dirait que ça m'écœure plus. Du miel, tu peux nettoyer ça facilement. De la résine de pain, ça te colle ses doigts pendant des heures. Ouais, ça sent aussi comme... En tout cas, laissons-les vivre dans le passé, parce qu'ils étaient dans le passé littéralement. Sinon, j'ai aussi lu différentes choses par rapport aux condoms à travers l'histoire, mais il y a beaucoup de gens qui contestent certaines des trouvailles ou des idées sur quand est-ce qu'il s'est apparu pour la première fois. Les premiers vrais écrits officiels, qu'on est sûr là, que ça a vraiment été utilisé, c'était au 16e siècle. Puis c'était surtout pour éviter d'attraper la syphilis et non pour éviter d'avoir des enfants. Fait que ça a vraiment été inventé pour pas avoir des petits boutons sur le bout du bat. C'était utilisé entre autres par Casanova qui en a parlé beaucoup dans ses livres parce que c'était un petit courroyeur. D'où l'expression être un véritable Casanova. Exactement. Les premiers qui ont été populaires étaient faits en lin. Mais ils ont par la suite été remplacés. Ça devait pas être très... ça devait être poreux, non? En tout cas, clairement, c'était pas agréable pour personne. Fait que ça a été remplacé par quelque chose qui ressemble plus à de la peau, c'est-à-dire des vessies ou des intestins d'animaux. Ça coûtait très cher, par contre, donc c'était pas tout le monde qui était capable de se le payer. C'est plus quand que le rubber est arrivé que c'est devenu plus populaire. Je veux dire, c'est un rubber. Non, je sais. Mais on dirait que c'est... Je parle pas d'un condom fait en pneus, là. You know what I mean, en caoutchouc. Donc, en 1855, donc beaucoup plus tôt que je pensais. Je pensais que c'était plus récent que ça, mais voilà, c'est à ce moment-là que c'est devenu populaire. Et qu'on a commencé à les vendre au Canadian Tire. Canadian Tire, 1855, je suis pas certain. Mais la méthode... C'est une blague avec le rubber puis les pneus.
Anyway. La méthode la plus ancienne qu'on retrouve dans les écrits pour la majorité des civilisations, par contre, c'est le coït interrompu. Oui. C'est peut-être pas la plus efficace parce qu'il y a toujours des petits risques d'erreur, hein, mais c'est aussi la plus simple pour tous. Puis là, je dis ça, mais il y a bien entendu une exception à la règle hein, dans toutes les civilisations qui l'utilisaient à travers l'histoire, et c'est bien entendu ce que j'ai parlé tout à l'heure, l'Europe, parce que l'Église catholique considérait que, considérait et considère toujours, I guess, là, que toute forme de prévention de la famille était immorale. Et comme je ne suis pas à ma première ou ma dernière parenthèse, je vais vous expliquer pourquoi hein, que l'Église considère le coït interrompu ou autre chose de la sorte comme étant immoral. La haine de l'Église envers le coït interrompu viendrait du même endroit que celle envers la masturbation, c'est-à-dire l'histoire de Onan, fils de Judas et de Bathshua dans la Bible. Donc, c'est pas le Judas qui a trahi Jésus, c'est un autre Judas. Là. Il y en a plusieurs dans la Bible. La partie de l'histoire qui nous concerne vient lors du décès du frère aîné d'Onan, Er, sans qu'il ait eu d'enfant avec sa femme. OK. Judas aurait alors demandé à Onan d'épouser la femme de son frère afin de constituer une postérité à son fils. Il a demandé de faire des enfants à l'ex-femme de son frère décédé. À sa belle-sœur, là. Oui, à sa belle-sœur. Cette coutume est encore pratiquée dans certains pays d'Afrique, c'est nommé le Livira, et veut qu'un homme fasse des enfants à la femme de son défunt frère. C'est vraiment une pratique connue qui, à l'époque, était apparemment courante. Donc, le weirdo de l'histoire, c'était pas Judas, mais bien Onan, qui était pas full down avec le projet. Du coup, il est alors mentionné dans la Bible qu'à chaque fois qu'il s'approchait de la femme de son frère, il laissait perdre à terre. OK. Ceci allant... Il venait par terre? Oui. On n'est pas trop sûr, selon les interprétations, si est-ce que, justement, il faisait du coït interrompu ou s'il faisait de la masturbation pour éviter de coucher avec elle. De coucher avec elle puis de la mettre enceinte. Exact. Donc, on parle alors du crime d'Onan ou ce qu'on appelle maintenant du onanisme, qui est un synonyme de masturbation. Ça vient de là. Puis, étant donné que c'était à l'encontre de la volonté de Dieu, il l'aurait juste tué. Dieu a tué Onan parce que... il refusait de coucher avec sa belle-sœur. Donc voilà, les mœurs ont évolué avec l'histoire. Une petite chance, hein? Donc voilà, c'est comme ça qu'on en est venu à ce que l'Église catholique dise que c'était le mal de ne pas continuer puis essayer d'avoir des enfants puis ou de faire la masturbation. C'est parti de cette histoire-là, entre autres. Of course, il y a d'autres raisons sociétales qui ont fait qu'on ne voulait pas empêcher la famille, là, mais disons, c'est un peu le starting ground de tout ça. Attention par contre, ceci ne veut pas dire que les gens en Europe au Moyen-Âge n'étaient pas nécessairement au courant des différentes techniques de contraception. Puis il y avait certaines personnes qui en utilisaient quand même si l'Église était en désaccord. On s'entend, il y a toujours eu du monde qui ne suivait pas ce que l'Église disait. Dois-je reparler encore d'autres personnages qui reviennent à chacun des épisodes dont je parle, c'est-à-dire les sorcières? Ah ben oui, c'est vrai qu'ils reviennent souvent, elles. Plusieurs femmes à l'époque ont malheureusement été accusées de sorcellerie pour avoir causé un avortement ou rendre une femme stérile, a.k.a. des moyens de contraception. Donc les mélanges de plantes peut-être qu'ils leur faisaient prendre pour éviter qu'elle tombe enceinte, étaient considérées des sorcières. On sait le sort des sorcières. À partir du moment où il y a des plantes d'impliquer sorcellerie. Là. Ah oui, le diable est impliqué. Puis d'ailleurs, l'extrait que j'ai lu du livre Malleus Maleficarum d'Hans Peter Brodel à ce sujet, là, qui parlait des sorcières à cette époque-là qui se faisaient prendre pour créer de l'infertilité chez les femmes, mentionnait aussi que les sorcières étaient capables de faire disparaître le pénis d'un homme pour qu'il ne voie et ne sente rien d'autre que son corps lisse, ininterrompu par un membre. Ça, c'est complètement hors sujet, mais il fallait que j'en parle parce que ça m'a vraiment fait rire. Tout ça pour dire que l'Église a eu un grand pouvoir en Europe pendant quelques siècles, influençant par la suite, bien entendu, notre très cher Canada. Et c'est là qu'on arrive enfin à l'histoire de notre pays par rapport à la contraception. Merci d'ailleurs à Marie F. Bishop et son article sur l'Encyclopédie canadienne en ligne pour ce qui suit, parce que c'est de elle que je me suis largement inspiré pour vous expliquer l'histoire canadienne. Merci Marie-Ève. Marie F. Ah, Marie F. Oui. Excuse-moi. Donc, c'est en 1869, accompagné de bons vieux prêtres voulant qu'on ait des familles beaucoup trop élevées pour un pauvre utérus dans une vie, que le Canada vote une loi pour rendre l'avortement illégal. C'est en quelle année, ça? 1869. Okay. C'est juste qu'avant, probablement qu'ils n'aimaient pas ça, mais c'était pas encore illégal. Et je toléré. Ouais, mettons, mais là, ça a été mis en loi. Et 23 ans plus tard, en 1892, on a criminalisé la distribution et la vente de produits contraceptifs. Ah ben. Ouais, les États-Unis, c'était l'alcool, nous, c'était les produits contraceptifs. C'est pas les mêmes années, mais... Non, mais une prohibition de la contraception. Oui, c'était criminalisé, puis les personnes contrevenant à cette loi étaient alors passibles de 2 ans de prison. Oh, nice.
C'est seulement dans les années 20 que des Canadiens, principalement des anglophones protestants instruits, sont mis à dénoncer ces lois-là. Ils mentionnaient entre autres qu'une régulation des naissances réduirait le nombre d'avortements illégaux. Donc, dans le fond, dire genre, si tu mets plus de contraception, il va y avoir moins d'avortements illégaux, puis les avortements, c'est encore plus le mal. Puis, il disait aussi que c'était important qu'un enfant naisse de parents qui le désirent pour qu'il puisse bien s'en occuper. Fait que, tu sais, on s'entend des choses qu'on dit encore de nos jours, mais c'est arrivé dans les années 20 comme première fois. On a alors observé une baisse des naissances chez les classes plus élevées monétairement, qui se procuraient des moyens de contraception illégalement ou s'en fabriquaient eux-mêmes. Il y a eu des mouvements aussi pour que ces contraceptifs-là deviennent accessibles à toutes les classes puis qu'on puisse être distribués gratuitement à ceux-ci. Je pourrais d'ailleurs vous parler de A.R. Kaufman, un philanthrope ontarien qui en a fait distribuer aux femmes des classes à faible revenu. Mais finalement, c'est un enfoiré qui voulait que les naissances chez les gens qu'il considérait comme inintelligents soient beaucoup plus basses. Donc, fuck lui. Je l'ai. Passons directement plutôt à Rita et Gilles Brault, des bons vieux Québécois qui ont fait connaître et populariser la méthode de contraception symptothermique. C'est-tu le thermomètre? Oui! Oh my God, c'est eux j'ai qui, des PTSD. En 1955, on n'en parlera pas de tes PTSD, c'est trop malaisant quand même, là. Oui. En tout cas, discussion avec des grands-parents. Cette méthode était plus naturelle, donc pour un peuple catholique, c'était pas mal mieux, hein? Ça fâchait un peu moins d'huile, juste te rentrer un thermomètre et checker ton calendrier. Donc, ça l'a fait... Aussi fiable que le cas est interrompu, d'après moi. Là. Un peu plus fiable quand même, parce que c'est quand même sur avec tes règles, etc. Mais bon, hein, c'était pas la plus grande des techniques. Il faudra donc attendre 1960 avant qu'on autorise la commercialisation de la première pilule contraceptive au Canada. Pilule qui avait été inventée 4 ans avant, en 1956. Okay. Donc, c'est quand même très récent. C'est pour ça que je dis... L'histoire de la contraception, c'est très vieux, mais très récent, parce que la pilule, ça fait vraiment pas longtemps. Puis, mais ça fait plus longtemps que je le pensais. Là. Moi, je te dis, là, c'était plus dans la fin des années 60. Ouais, ben, on s'entend... Mais c'est peut-être que ça s'est plus démocratisé à cette période-là. Ben oui, parce que en fait, elle a été légalisée pour la commercialisation, mais elle ne pouvait pas être prescrite pour la contraception. Elle pouvait seulement être prescrite pour réguler les règles. OK. Et ce, pendant 9 ans. C'est seulement en 1969 qu'elle a finalement été autorisée pour être vendue à des fins de contraception. On s'entend, elle avait quand même un effet contraceptif. Oui, mais un médecin ne pouvait pas la prescrire pour ça. Ouais, je comprends. Il y a peut-être des femmes qui ont joué autour pour pouvoir se faire prescrire. Ah, je te promets qu'il y a beaucoup de femmes qui le font encore. Là. Oui, mais en soi, c'était vraiment pour des fins de contraception seulement en 1969. C'est dans ce même projet de loi qu'on a aussi autorisé que l'avortement puisse être fait si la grossesse mettait la santé ou la vie de la personne enceinte en danger. Donc, c'était pas encore l'avortement pour tous. C'est pas complètement décriminalisé. Non. Ouais. C'était décriminalisé seulement en 1988. OK. Donc, encore une fois, assez récent quand même assez tard, dans l'histoire. Donc, c'est fou comment on prend pour acquis des choses aujourd'hui qui sont si récentes. Ça permet de relativiser bien des éléments. Bien entendu, je dis pas ça, par contre, pour banaliser le fait que le fardeau de la contraception tombe encore sur le dos des femmes. J'aurais pu faire un épisode complet, comme je disais tantôt, sur les effets nocifs sur le corps des femmes, tous les effets secondaires des pilules contraceptives qui sont si horribles que ça n'aurait jamais passé pour un médicament prescrit à un homme, là. Ouais. Mais je voulais principalement parler de l'histoire aujourd'hui. Comme j'ai dit, si vous voulez qu'on épilogue dans un prochain épisode, je pourrai. Ceci étant dit, je m'en voudrais quand même d'avoir passé autant de temps à parler de trucs fucked up qui sont arrivés aux femmes dans l'histoire sans au moins donner une option de contraception actuellement ou disponible chez les hommes, c'est-à-dire la cryptochidie ou kidie artificielle ou contraception masculine thermique par remontée testiculaire. J'allais te demander s'il fallait payer en bitcoin à cause de... La crypto? Non. Faut savoir que tu m'expliques ça. Il faut savoir que la formation de spermatozoïdes nécessite une température de 35 degrés, soit 2 de moins que la température du corps humain. D'où pourquoi les testicules sont à l'extérieur versus les ovaires à l'intérieur. Exact. Puis c'est pour ça qu'ils vont s'étirer ou se contracter selon la température ambiante. Donc, tu sais, si t'as trop chaud, ils vont pendre plus. Puis quand tu rentres dans un lac fret, ils sont collés. Parce que c'est pour essayer de garder cette température de 35 degrés. Donc, ça va s'auto-réguler. Pour toujours pouvoir faire des bébés. Exact. Du coup, quand je parle de contraception thermique chez l'homme, il est question d'utiliser des anneaux en silicone pour rapprocher et maintenir artificiellement les testicules plus près du corps pour qu'ils soient constamment trop chaudes. En fait, comme à 37 en permanence. Sauf dans un lac. Puis comme ça va freiner la formation du spermatozoïde. C'est un dispositif qui est dit comme étant non douloureux, parce que c'est juste maintenir quelque chose qui est capable de se maintenir comme ça, qui peut être porté pendant l'acte,
qui n'a pas d'effet sur la libido puis qui n'entraîne aucune forme de dérèglement hormonal. Ouais, c'est ça, ça agit pas sur vos hormones. Non, c'est ça. Fait que c'est juste le corps fait tout de même du sperme, mais les spermatozoïdes sont pas viables. De ce que j'ai pu lire, c'est un processus réversible et donc plus flexible que la vasectomie. Hein, on s'entend même si ça aussi c'est réversible. Puis il faudrait en moyenne entre 6 et 9 mois pour atteindre des valeurs normales après la réutilisation du dispositif. Fait que le temps d'une grossesse. Oui, mais dans le fond, je veux dire, si tu t'arrêtes de l'utiliser avant que ton taux de spermatozoïdes revienne à l'heure normale, ça prend entre 6 et 9 mois. Par contre, la spermatogenèse, comme on appelle, recommence directement après l'arrêt. Donc, tu sais... Ça, c'est la... formation de spermatozoïdes. La formation de spermatozoïdes. Fait qu'elle recommence dès l'arrêt, c'est juste que le taux normal va prendre plusieurs mois avant de revenir. Ouais. Donc, il faut quand même utiliser un autre moyen de contraception si l'homme arrête d'utiliser ça. Donc, il ne faut pas qu'il fasse juste comme je le mets une journée, je le relève une journée, etc. Il faut que ça soit maintenu pendant un certain temps. OK. C'est un 16 heures par jour que ça doit être mis, cet anneau-là, mais ça peut être enlevé comme un appareil dentaire. Comme un appareil dentaire, mais 2 jours, principalement. Ouais, mais moi, il fallait que je le porte le jour, là, mon appareil. Ouais, fait que voilà, une nouvelle technique qui est très utilisée, en fait, très étudiée actuellement. J'ai pas trouvé beaucoup d'informations. Tu sais, j'essaie de voir si c'est capable de l'avoir au Canada, prescrire, etc. J'ai rien trouvé. Mais c'est quand même quelque chose qui est très étudié actuellement. Donc, qui sait, peut-être que dans quelques années, c'est quelque chose qui va être plus connu et plus accessible. Puis je suis convaincu que ça pourrait aider certains couples parce qu'il y a des femmes pour qui la contraception, c'est plus difficile. Puis ça donne une option. Il y en a pour qui ça marche pas aussi, là. Puis il y en a qui n'ont pas le choix d'avoir un contraceptif hormonal. Il y en a pour qui les contraceptifs hormonaux, justement, ça crée d'autres problèmes. Fait que tant mieux si les couples puissent prendre le tout en charge ensemble. Je trouve ça une super idée. Donc voilà, c'est ce qui conclut l'histoire et peut-être le futur un peu de la contraception. Donc, long épisode, mais qui, je crois qu'on a appris énormément tous les deux. Vraiment. En tout cas, j'espère que je t'ai fait apprendre des choses aussi. Là. Complètement. Moi, je savais rien là, de tout l'Égypte antique. Ça, comme je te dis, moi, la contraception, ça remontait aux années 60. Là, 60-70. Fait que c'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Et c'est le premier épisode de la saison 4. Premier épisode de la saison 4. Comme d'habitude, on revient aux 2 semaines. Donc, on se revoit dans 2 semaines pour un tout nouvel épisode. Et en attendant, on vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes. Donc, plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, etc. Et évidemment, sur nos réseaux sociaux pour encore plus de contenu qui joint le futile à l'agréable. Ça faisait longtemps qu'on l'avait dit. C'est vrai, je l'ai même pas dit en intro. Exact. Fait que, donc, on est sur Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, toutes les plateformes. Tout ce que vous voulez. Exactement. Retrouvez-nous là-dessus. Puis sinon, on se voit dans 2 semaines. Bye. Bye.